Bonjour à tous. En 1843, Armand-Joseph Bruat reçoit une instruction ministérielle. Le message est très clair. Les îles Gambier, les Pomotou forment avec les Marquises et les îles de la Société un triangle où notre pouvoir doit régner sans contestation. Autrement dit, aucun archipel ne doit échapper à la tutelle de la France. Les Marquises ont été conquises en 1842. Dans la foulée, Tahiti devient un protectorat de la France. En ce qui concerne les îles sous le vent, la motivation est double. 1. Empêcher l'installation du rival anglais. L'Australie et la Nouvelle-Zélande lui sont acquises et la France réclame sa part de l'océan Pacifique. 2. Obliger la reine Pomaré à revenir à Tahiti, car elle est toujours réfugiée à Raiatea et Bruat a besoin de sa présence pour légitimer le protectorat. Il tourne donc son attention vers les îles sous le vent. Elle compte 5 îles hautes, à savoir Bora Bora, Wainé, Maupiti, Raiatea et Taha, ainsi que 4 atolls. À cette époque, Wainé est un royaume d'environ 1500 personnes. Ses lois sont inspirées des évangiles. La reine titulaire est Teriitaria, un personnage très important dans l'histoire de la Polynésie. Mais pour envahir une île, aussi petite soit-elle, il faut trouver des raisons. L'expansion de la France en Polynésie est vue d'un mauvais œil par l'Angleterre, et les Polynésiens n'ont pas l'intention de se laisser faire. La thèse centrale de Bruat, c'est que les îles sous le vent appartiennent aux États de la reine Pomaré. En clair, en signant le traité de protectorat, la reine lui remet tous les territoires qui relèvent de son autorité. C'est le cas de Tahiti et de Moorea. Mais maintenant que les îles sous le vent l'intéressent, Bruat prétend qu'elles appartiennent elles aussi à la reine. C'est complètement faux, mais Bruat va produire une série d'arguments plutôt pourris afin de le montrer. Bruat insiste sur les alliances familiales entre les Pomaré et les chefs des îles sous le vent. Elles sont nouées grâce à des mariages et à des adoptions. Mais aucun de ces liens de parenté ne prouve que la reine Pomaré régisse d'autres îles que la sienne. C'est là qu'intervient l'argument historique. En Polynésie, les chefs prélèvent une partie de la production de leurs sujets. C'est à cela qu'on reconnaît qu'ils sont chefs. 30 ans en arrière, tandis qu'il visite Wainé, le roi Pomaré II reçoit de la nourriture. Rappelons qu'il est le père de la reine actuelle. Bruat en déduit que la famille Pomaré règne sur l'île de Wainé. C'est un argument de mauvaise foi. Ce n'est pas un tribut vivrier, mais une marque d'hospitalité parfaitement habituelle. Quand la reine Teriitaria traverse Tahiti en 1810, elle reçoit également des cadeaux de bienvenue. Mais personne ne prétend qu'elle règne sur Tahiti. Enfin, le débat est axé sur l'autorité de la reine Pomaré. Le problème, c'est que dans les îles sous le vent, elle n'en a quasiment aucune. Elle l'écrit d'ailleurs dans une lettre. Personne ne m'obéit ici. Dans mon propre pays, à Tahiti, tout le monde exécute mes ordres, mais ici je n'ai aucun pouvoir. Je demeure à Raiatea comme quelqu'un qui n'a rien à dire. L'enquête menée par Bruat n'est donc pas très convaincante. Les témoignages contraires à ses ambitions sont mis de côté. Les autres proviennent tous de chefs pro-français, souvent imprécis, voire tout à fait invérifiables. Bien sûr, ça ne va pas empêcher Bruat de commencer à mettre la pression sur les îles sous le vent, et particulièrement sur Wainé. Bruat ordonne au Phaéton et à l'Uranie de mener des patrouilles maritimes. À leur tête, son ami le capitaine Bonnard. Le but est d'intimider les Polynésiens des îles sous le vent et d'envoyer un message aux Anglais. En cas de conflit, les navires français se tiennent prêts à ouvrir le feu. Wainé compte 2 habitants de nationalité française. Le capitaine du Phaéton nomme un des 2 représentant officiel du gouverneur Bruat. Le représentant en question n'est même pas présent lors de sa nomination. Il est isolé à Faré et n'a aucune légitimité. Mais il permet à la France de prétendre qu'elle est en quelque sorte déjà établie à Wainé. La Polynésie ne connaît pas vraiment de pouvoir central, comme c'est le cas dans l'Europe du 19e siècle. Ici ou là, les marins peuvent toujours trouver un chef de seconde importance, mais favorable à la France. Le capitaine du Phaéton décrète que le chef Hapera'a est le chef suprême de Wainé en échange de l'établissement du protectorat. Il peut donc hisser le drapeau du protectorat sur Wainé. Comme si tout d'un coup, par la magie du drapeau, la domination imposée à Tahiti s'étendait aux îles sous le vent. La même manœuvre a lieu à Raiatea. Mais Teriitaria y séjourne justement avec la reine Pomaré. Le drapeau est aussitôt mis à terre. Quand elle apprend que ce drapeau flotte aussi sur son royaume, elle s'embarque pour Wainé. Elle n'a guère que 34 km à parcourir. Sitôt arrivée, elle fait abattre le mât. Elle conduit Hapera'a et les chefs considérés comme complices à Raiatea afin de les traduire en justice. Considérant qu'ils sont coupables de haute trahison, elle plaide pour leur exécution. Les juges sont plus cléments et décident de les condamner à l'exil. Dès janvier 1846, Bonnard lance un ultimatum au royaume de Wainé.
Il exige le retour des chefs condamnés à l'exil, des lois réservées aux Européens, la possibilité de devenir français pour n'importe quel habitant de l'île, un libre accès aux navires français et une caution de 600 $. La raison est la suivante. Le drapeau a été insulté et le représentant de la France a subi des vexations. On ne sait pas exactement lesquelles, mais peu importe. Si le royaume de Wainé ne s'exécute pas, Bonnard promet de déclarer la guerre. Teri Taria déclare « Mes gens ont peu de monnaie liquide et je ne peux leur soutirer. Je crains de signer sous les conditions françaises. Pomaré l'a fait et a perdu Tahiti. Pour autant, elle est prête à la guerre. À Maeva, depuis mars 1845, la population répare un paré, c'est-à-dire un petit fort défensif. Et la poudre ne manque pas. Janvier 46, l'Uranie se positionne devant le village de Faré. Aussitôt, la population se réfugie dans les vallées. Le capitaine Bonnard lance un nouvel ultimatum. La reine Teri Taria et les chefs refusent d'obtempérer. Voilà la réponse de Bonnard, telle que la rapporte le lieutenant Boyer. On met plusieurs canots armés en guerre dehors et on brûle la moitié du village, en commençant bien entendu par la case de la reine. La guerre est déclarée. Mais s'il est facile de brûler un village vidé de ses habitants, la prise de Wainé va être nettement plus difficile. Car cette attaque n'est une surprise pour personne. Le paré de Maeva est prêt et les défenseurs savent comment réagir. Teri Taria est une guerrière expérimentée, elle encourage ses troupes le fusil à la main. Les Français débarquent dans la baie de Maeva. Ils sont 400, c'est-à-dire quasiment le tiers du total des habitants de Wainé. Leur but est de prendre le paré, situé sur les hauteurs. Le lieutenant Boyer écrit « À 1 heure, une grande partie des troupes part pour commencer la chasse aux Indiens. Tâche difficile, parce que les défenseurs de Wainé maîtrisent le terrain. Ils tirent depuis les hauteurs et prennent l'ennemi à revers depuis les motus. Le chemin pour atteindre le paré est semé de pierres et de ravins. Les communications sont mauvaises, les ordres mettent trop de temps à venir. Le résultat, ce sont des pertes considérables parmi les soldats du capitaine Bonnard. Certains tombent morts, d'autres ont la jambe déchiquetée, une balle traverse la gorge d'un officier. Boyer va même écrire « Un pauvre diable qui a voulu aller chercher un coco sur un cocotier a été tué en haut et y est resté. » À la fin, les munitions commencent à manquer et les Français se replient. Les Polynésiens les poursuivent, infligeant des pertes supplémentaires. Total 41 blessés et 21 morts. Mais Bonnard et ses troupes ne sont pas au bout de leur surprise. Un beau matin, au moment de nous mettre à table, nous recevons un boulet dans notre gréement. Effectivement, les habitants de Wainé ont tissé un canon au sommet d'une montagne, et le bateau des Français est juste en dessous. Les boulets touchent le navire à plusieurs reprises. En réponse, il tire lui-même jusqu'à 120 boulets, mais aucun n'atteint la position. Boyer écrit « Voyez un peu la position presque humiliante d'une belle frégate de 60 canons, dont 56 de 30 et 4 de 8, qui ne peut rien et qui se trouve harcelée par une misérable pièce de 8. Pour le capitaine Bonnard, c'est clairement une humiliation. Ces soldats cherchent la vengeance. Ils tirent au hasard sur la population, brûlent les villages et les plantations. Le lieutenant Boyer écrit très cyniquement « Un de nos boulets a été assez heureux pour en tuer 4 et blesser 2 autres. Piètre consolation, la guerre de Wainé est perdue et c'est une grosse fessée. » À Tahiti, la guerre contre les Français se poursuit. La nouvelle de la fessée de Wainé va même remotiver les combattants. Le gouverneur Brua commence sérieusement à avoir besoin d'aide. Il rappelle en urgence le capitaine Bonnard. Grâce à la combativité de sa population et à l'astuce de ses chefs, Wainé reste libre. Un traité de paix est conclu en mars 1846. Avec ça, l'Angleterre ne veut pas de la France dans les îles sous le vent. En 1847, la France et l'Angleterre signent le traité de Jarnac. La France garde Tahiti et Moorea et abandonne les îles sous le vent. Wainé restera un royaume souverain jusqu'à la fin du 19e siècle. Si vous trouvez que la fessée de Wainé est une grosse fessée, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre un pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.